Dans le vaste théâtre de l'univers, les étoiles, les planètes et les galaxies dansent au rythme des forces gravitationnelles. Mais au-delà des attractions familières de la gravité et des interactions électromagnétiques, se cache une force encore plus énigmatique, l'énergie noire. C'est une énergie qui agit en silence, poussant l'univers à s'étendre à un rythme accéléré. Ce phénomène a été découvert il y a des décennies, lorsque les astronomes observaient que les galaxies lointaines s'éloignaient les unes des autres à une vitesse de plus en plus grande. Les théories conventionnelles de la gravité ne pourraient expliquer cette expansion galopante. C'est ainsi qu'est née la notion d'énergie noire, une force mystérieuse qui remplit l'espace vide et qui pousse l'univers à se dilater à une allure vertigineuse. Les scientifiques se sont lancés dans une quête pour comprendre cette énigme cosmique. Est-ce une propriété inhérente de l'espace-temps lui-même, ou bien est-ce une manifestation d'une nouvelle forme de matière exotique ? Des expériences audacieuses ont été conçues, des modèles mathématiques élaborés et des observations nous permettront peut-être de percer les secrets de l'énergie noire. Dans cette quête de connaissances, une question cruciale émerge. Quelle sera l'issue de cette course entre l'énergie noire et la gravité ? L'univers va-t-il s'étendre indéfiniment, ou assisterons-nous à un ralentissement inattendu de cette expansion ? Les réponses à ces questions pourraient redéfinir notre compréhension fondamentale de la physique et de l'espace. Dans les années 1920, le grand astronome Edwin Hubble a élaboré la loi de Hubble. Ce dernier a élaboré sa loi en se basant sur les travaux d'autres astronomes, notamment Vastos Slipher. Cet astronome américain avait mesuré ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Pour vous expliquer, les galaxies, qu'on prenait à cette époque pour des nébuleuses, s'éloignent, même si là on n'est pas censé le savoir pour le moment à cette époque. Le fait qu'elles s'éloignent de nous fait que les longueurs d'onde des galaxies, celles des raies d'émission, vont être plus grandes. Pour être plus clair, nous recevons la lumière des galaxies, une lumière visible. La lumière visible est une onde électromagnétique, au même titre que les rayons gamma, X, ultraviolet, infrarouge, radio et micro-ondes. Ce qui différencie ces types d'ondes est la longueur des ondes. Plus une longueur d'onde est courte, et plus elle possède d'énergie. Ainsi, comme on le voit, dans le spectre visible, le rouge a une longueur d'onde plus grande que les autres couleurs du spectre visible. C'est donc aussi celle qui a le moins d'énergie, mais ça on s'en fiche. Et il y a un effet très connu en physique qui est l'effet Doppler, qui fait que lorsqu'un émetteur d'une onde est en mouvement, cette onde ne va pas être perçue de la même manière par différents receveurs. Pour bien visualiser, prenons un récepteur fixe et un émetteur en mouvement. Cet émetteur va émettre une onde. Celle qu'on prend en général est le son, car on va voir la différence d'onde avec le son, en voyant s'il est plus grave ou plus aigu que le son normal. Ainsi, dans son mouvement, l'émetteur va réaliser deux phases, la phase d'approche et la phase d'éloignement. Si l'émetteur n'est pas en mouvement, le récepteur va recevoir le son normalement. Mais lorsque l'émetteur va avancer dans la phase d'approche, donc lorsqu'il s'approche du récepteur, ce dernier va percevoir le son différemment, car devant l'émetteur, les ondes qu'il va produire s'écrasent. Ce qui signifie que les longueurs d'onde sont plus courtes et que la fréquence est donc plus haute. Et plus la fréquence va être haute et plus le son que va recevoir le récepteur va être aigu. Mais derrière l'émetteur, lorsqu'il avance, les longueurs d'onde vont quant à elles être plus longues, donc la fréquence va être plus basse. Ce qui fait que lorsque l'émetteur passe dans la zone d'éloignement, donc lorsqu'il va s'éloigner du récepteur, le récepteur va recevoir un son plus grave. Mais là on s'en fiche du son. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'un émetteur s'éloigne du récepteur, ce dernier va recevoir une onde avec une longueur d'onde plus longue. Et cela, ça s'applique à la lumière. Et pour revenir sur la galaxie donc, les scientifiques avaient remarqué que leur lumière se décalait vers le rouge, ce qui signifie une longueur d'onde plus longue, et puisqu'elle est plus longue, ça signifie que les galaxies s'éloignent de nous. Edwin Hubble a montré que non seulement les galaxies s'éloignent de nous, mais elles s'éloignent en plus entre elles. Évidemment, car nous ne sommes pas le centre de l'univers, tel que l'ont prétendu dans l'histoire les religions qui sont encore bien établies dans nos sociétés, ces mêmes religions qui ont fait des massacres pour imposer leurs idées. Et à ces époques, le fait qu'on soit le centre de l'univers faisait souvent partie de ces idées, étant donné que ces religions, qui sont de grandes sectes, croient en des dieux anthropocentriques. Mais en soi, comment les galaxies peuvent-elles s'éloigner les unes des autres ? Parce que si une galaxie s'éloigne d'une galaxie, elle devrait donc se rapprocher d'une autre. Eh bien non, parce qu'en soi ce n'est pas les galaxies qui s'éloignent, au contraire, elles ont tendance à se rapprocher à cause de la gravité, mais c'est la dilatation de l'espace lui-même qui fait que les objets célestes s'éloignent les uns des autres. Pour mieux visualiser ça, on prend souvent l'exemple du ballon. Prenez un ballon, placez des points dessus, et vous verrez que quand on le gonfle, les points représentant donc les galaxies s'éloignent les unes des autres.
Et la loi de Hubble est le fait que plus les galaxies sont éloignées, et plus elles s'éloignent vite, avec une vitesse proportionnelle à leur distance. Et le rapport entre la vitesse et la distance est une constante, nommée la constante de Hubble. Ainsi, la loi de Hubble a conduit à l'idée que l'univers est en expansion depuis le Big Bang, l'événement qui a marqué le début de l'expansion de l'univers, il y a environ 13,8 milliards d'années. Mais il y a quand même quelque chose qui cloche, car au-delà de l'expansion pure et simple, les observations astronomiques montrent bien que l'expansion de l'univers ne ralentit pas, comme on pourrait s'y attendre en raison de l'attraction mutuelle des galaxies. On peut penser que ça peut bloquer cette expansion, la ralentir, voire l'arrêter. Non. Au lieu de ça, il a été découvert que l'expansion s'accélère. On va voir comment ça a été découvert dans la deuxième partie. Cette accélération mystérieuse a été ainsi attribuée à une composante invisible de l'univers, connue sous le nom d'énergie noire, ou parfois énergie sombre. L'énergie noire est une forme d'énergie hypothétique qui remplit l'espace et semble exercer une force répulsive, provoquant ainsi l'accélération de l'expansion de l'univers. Sa nature exacte reste encore l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Elle est reliée à la constante cosmologique, notée lambda majuscule, délivrée par Albert Einstein dans ses équations de la relativité générale pour permettre un univers statique, donc non en expansion. Après la découverte de l'expansion de l'univers par Hubble, Einstein a déclaré que l'introduction de la constante cosmologique était sa plus grande erreur. Cependant, dans le contexte de l'énergie noire, la constante cosmologique a retrouvé de l'importance. Elle représente, ou est associée, à l'énergie du vide quantique. Ce concept, issu de la physique quantique, propose que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Ça serait en réalité rempli d'un champ quantique, constitué de particules virtuelles qui donc surgissent et disparaissent toujours. Ces fluctuations du vide quantique ont des implications profondes pour l'énergie de l'univers. Selon les calculs théoriques, le vide quantique contient une quantité infinie d'énergie. Cependant, lorsqu'on essaie de calculer cette énergie, les résultats sont bien supérieurs à l'énergie réelle de l'univers, ce qui est clairement en désaccord avec les observations. Mais bon, cette énergie du vide pourrait donc, je dis bien pourrait donc, être la source de l'énergie noire, contribuant ainsi à l'accélération de l'expansion de l'univers. Dans cette partie, on va voir comment on a pu savoir que cette expansion ne ralentissait pas, ni n'était régulière, mais était bien en accélération. On peut commencer avec les supernovas thermonucléaires, dites supernovas de type 1A. Une supernova 1A est le résultat de l'explosion de petites étoiles, des naines blanches. Les naines blanches sont des étoiles vieilles qui ont la particularité d'être extrêmement denses. Et surtout, elles ont consommé tout leur hélium et tout leur hydrogène. Lorsqu'une naine blanche forme un système binaire, donc un système avec une autre étoile, le champ gravitationnel très fort de notre naine blanche attire le gaz de l'autre étoile, la vidant ainsi de sa substance. La naine blanche va ainsi gonfler jusqu'à atteindre une masse limite qui s'élève à 1,44 masses solaires. Au-delà de cette masse, la naine blanche devient instable et se déclenche la fameuse explosion thermonucléaire. Une supernova de type 1A apparaît. Alors, en soi, tout ça n'est pas important pour comprendre l'énergie noire. Cependant, ta gueule, ces supernovas ont été des observations importantes pour prouver l'existence de l'énergie noire. Premièrement, les différentes données des distances des supernovas 1A ont été utilisées et ont contribué à l'élaboration de la loi de Hubble. Deuxièmement, dans les années 1990, les observations de supernovas de type 1A lointaines ont révélé que certaines de ces explosions étaient moins lumineuses que prévu en fonction de la distance estimée à partir de la loi de Hubble. Cela indiquait que ces supernovas étaient plus éloignées qu'elles ne l'auraient été dans un univers en expansion régulière. La conclusion logique était que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. On avait bien la preuve que cette expansion s'accélérait. Ce qui fait que l'observation de ces supernovas ont fourni des preuves solides de l'existence de l'énergie noire, qui correspond bien à une forme d'énergie repoussant la matière et conduisant à l'accélération de l'expansion de l'univers. Ensuite, on peut s'intéresser à un autre phénomène important en astrophysique qui a encore besoin d'énergie noire pour être expliqué. Ce phénomène est un effet, et c'est l'effet Satch-Wolf. Ça se prononce Sax. Du con. Pour bien comprendre l'effet Satch-Wolf, commençons par le fond diffus cosmologique, CMB. Enfin, ça c'est l'acronyme anglais. En français c'est FDC. Ce rayonnement est la lueur résiduelle du Big Bang. Il s'agit d'un rayonnement électromagnétique qui a été émis lorsque l'univers était encore très jeune et chaud, environ 380 000 ans après le Big Bang. Puisque ce rayonnement a parcouru l'univers en expansion, il s'est refroidi au fil du temps. Le fond diffus cosmologique apparaît aujourd'hui sous la forme d'un rayonnement micro-ondes très faible,
uniforme à première vue, mais des observations ont révélé de légères fluctuations de température à travers le ciel. Alors, l'effet Satch-Wolf est un phénomène qui se produit lorsque la lumière du fond diffus cosmologique voyage à travers les régions en expansion de l'univers. Et il se manifeste principalement avec deux effets. Premièrement, un effet similaire à l'effet Doppler. Lorsque la lumière se déplace à travers l'univers en expansion, elle subit un décalage vers le rouge, en raison de l'expansion de l'espace, vu que l'expansion étire la longueur d'onde, donc la lumière, ça la dirige vers le rouge. C'est un peu le même principe que les galaxies avec la loi de Hubble. Ça signifie que les photons, la lumière, du fond diffus cosmologique se voient étirés en longueur d'onde pendant leur voyage. Si une région de l'univers s'éloigne de la lumière du fond diffus cosmologique, les photons seront décalés vers le rouge, ce qui se traduira par une diminution de leur énergie et donc une légère baisse de leur température perçue. A l'inverse, si une région de l'univers se rapproche de la lumière du fond diffus cosmologique, les photons seront décalés vers le bleu, entraînant une légère augmentation de leur température perçue. L'autre effet, qui est beaucoup plus important pour décrire l'effet Satch-Wolf, peut être décrit ainsi. Lorsque la lumière traverse des régions de surdensité, des endroits où la gravité est plus forte, et de sous-densité, endroits où la gravité est plus faible, elle subit également des variations de température. Dans les régions de surdensité, la lumière est soumise à une plus grande force gravitationnelle, ce qui la comprime légèrement et élève sa température perçue. Dans les régions de sous-densité, la lumière subit une force gravitationnelle plus faible, ce qui étire légèrement sa longueur d'onde et diminue sa température perçue. Maintenant, comment tout cela est-il lié à l'énergie noire ? Les observations de l'effet Satch-Wolf nous permettent d'étudier comment les fluctuations de température du fond diffus cosmologique évoluent à travers l'univers, révélant ainsi la structure à grande échelle de l'univers. Cependant, ce qui a beaucoup d'intérêt, c'est la corrélation entre les observations de l'effet Satch-Wolf et l'accélération de l'expansion de l'univers. Dans un univers en expansion simple, les régions en surdensité ralentiraient l'expansion en raison de la gravité, tandis que les régions de sous-densité l'accéléreraient. Les observations réelles, cependant, montrent un effet Satch-Wolf cohérent avec une expansion accélérée. L'énergie noire contrecarre la gravité et permet d'expliquer pourquoi les régions de sous-densité qui freinent normalement l'expansion semblent plutôt contribuer à son accélération. L'énergie noire, bien qu'étant l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'univers, occupe une place centrale dans notre compréhension actuelle de la cosmologie. Alors que nous ne comprenons pas encore de manière développée sa nature, nous avons identifié certaines de ses propriétés fondamentales qui ont des implications profondes pour la structure et l'évolution de l'univers, comme nous l'avons vu tout le long. L'une des caractéristiques principales de l'énergie noire est sa densité. Cette dernière constitue environ 68% de la composition totale de l'univers, ce qui en fait la composante énergétique dominante. Cette densité constante de l'énergie noire, en contraste avec la diminution de la densité de la matière, due à l'expansion de l'univers, est considérée comme une des raisons majeures pour lesquelles l'accélération de l'expansion de l'univers a été révélée. Et pour dire, l'énergie noire constitue environ 68,3% donc, et le reste c'est la matière noire avec environ 26,8% et la matière ordinaire avec 4,9%. C'est assez perturbant car il nous manque tellement de connaissances sur l'énergie noire et la matière noire. D'ailleurs, on ne connaît pas tout sur la matière ordinaire. On connaît si peu de choses sur l'univers qu'on aurait presque tendance à croire en la voyance ou au médium. Il y en a peut-être un autre qui veut venir alors, c'est ça ? Ah non, quand même pas, il ne faut pas abuser. Bon, précédemment, nous avons vu aussi que l'énergie noire est associée à la constante cosmologique, une sorte d'énergie du vide présente partout dans l'espace, même là où il n'y a pas de matière. Cette constante cosmologique a une valeur, devinez quoi ? Constante. C'est pour ça que la densité de l'énergie noire reste conservée au fur et à mesure de l'expansion de l'univers. Cette stabilité de la densité de l'énergie noire a un impact direct sur la géométrie de l'univers. Elle est liée à la courbure de l'espace-temps et détermine si l'univers est plat, fermé ou ouvert. Actuellement, les observations suggèrent que l'univers est très proche d'être plat, ce qui a des implications profondes pour les théories cosmologiques et la compréhension de la nature de l'énergie noire. Et attention pour tous les pâtisses qui font la foire à la saucisse parce qu'ils ont entendu que l'univers serait plat. Un univers plat ne signifie pas une terre plate. Ce n'est pas la notion du plat qu'on imagine. Là, on parle surtout d'espace. L'idée que l'univers pourrait être plat fait référence à une hypothèse sur la géométrie globale de l'univers dans le cadre de la cosmologie. Cette hypothèse est basée sur les modèles et les observations actuelles de l'univers, et elle concerne la courbure de l'espace. Donc votre Terre plate, enfoncez-la dans... Pour comprendre ce que signifie l'univers plat d'un point de vue géométrique, il est nécessaire de comprendre brièvement les trois types de courbures de l'espace possibles.
D'abord, si l'univers avait une courbure de l'espace positive, ça signifierait que l'espace serait courbé de manière similaire à la surface d'une sphère tridimensionnelle. Dans ce cas, la somme des angles d'un triangle serait supérieure à 180 degrés et les lignes parallèles finiraient par se rejoindre. Ensuite, si l'univers avait une courbure de l'espace négative, ça signifierait que l'espace serait courbé de manière similaire à la surface d'une selle de cheval en 3 dimensions. Dans ce cas, la somme des angles d'un triangle serait inférieure à 180 degrés et les lignes parallèles s'éloigneraient. Enfin, si l'univers était plat, d'un point de vue géométrique, cela signifierait que l'espace aurait une courbure neutre, semblable à une feuille de papier étendue. La somme des angles d'un triangle serait égale à 180 degrés et les lignes parallèles resteraient parallèles et ne se croiseraient jamais. Cependant, il est important de noter que ces concepts optimisés de la cosmologie théorique et notre compréhension de l'univers sont en constante évolution à mesure que de nouvelles données sont pondérées et analysées. L'hypothèse de l'univers plat est l'une des bases des modèles cosmologiques actuels, mais des recherches sont nécessaires pour affiner notre compréhension de la structure et de la géométrie de l'univers. J'espère que c'est clarifié. Maintenant, j'aimerais faire une analogie avec la matière noire. Il existe trop d'opposés. D'un côté, il y en a qui confondent la matière noire et l'énergie noire, et d'un autre, il y a ceux qui pensent que ça n'a rien à voir. Bon, en réalité, c'est plutôt le deuxième cas qui aurait raison, car l'énergie noire et la matière noire sont deux concepts distincts, cependant ils sont interconnectés dans l'étude de la cosmologie. Contrairement à l'énergie noire qui agit comme une force répulsive, la matière noire exerce une influence gravitationnelle attractive sur la matière ordinaire et joue un rôle crucial dans la formation des structures à grande échelle de l'univers. La matière noire, qui, je le répète, représente environ 27% de la composition totale de l'univers, ne réagit pas aux interactions électromagnétiques et ne peut pas être directement induite avec les méthodes traditionnelles, d'où son appellation noire. Les astronomes ont en quelque sorte détecté son existence par les effets gravitationnels qu'elle induit sur la trajectoire des étoiles et des galaxies. Contrairement à l'énergie noire, qui est répartie dans l'espace, la matière noire forme des structures filamenteuses et des halos gravitationnels qui servent de socle pour l'agrégation de la matière ordinaire. Les galaxies, les amas de galaxies et les superamas se forment grâce à l'attraction gravitationnelle de la matière noire. Et ces structures produisent en grande partie la distribution spatiale des objets cosmiques observables. L'énergie noire et la matière noire interagissent de manière subtile dans le contexte de la dynamique cosmique. La matière noire ralentit en effet l'expansion de l'univers en exerçant une force d'attraction gravitationnelle sur la matière ordinaire. L'énergie noire en revanche contrecarre cet effet en accélérant l'expansion. Cette interaction entre l'énergie noire et la matière noire façonne l'évolution à long terme de l'univers et détermine si son expansion s'accélère ou finira par ralentir. En somme, l'énergie noire et la matière noire sont deux composantes fondamentales de l'univers qui, bien que très différentes dans leurs propriétés et leurs effets, interagissent de manière complexe pour déterminer la structure, la géométrie et l'évolution à grande échelle de l'univers observable. Nos investigations en cours dans ces domaines continueront d'éclairer notre compréhension de la nature de l'univers et de son histoire cosmique. Et pour être honnête, on ne comprend pas grand chose à l'interaction de ces deux-là. Donc s'il y a de futurs physiciens théoriciens qui regardent cette vidéo, voici un exemple de recherche qui peut être assez conséquent dans l'histoire des sciences. L'énergie noire a quand même foutu un beau bordel, ou plutôt elle a complexifié les choses. On va voir pourquoi. Les amas de galaxies, ou amas galactiques, sont des ensembles massifs de galaxies liés par la gravité. Ils font partie des plus grands objets du cosmos. Ils se forment grâce à l'attraction gravitationnelle qui rassemble les galaxies et la matière noire environnante. Cependant, l'introduction de l'énergie noire complique cette histoire. La découverte de l'expansion accélérée de l'univers, attribuée à l'énergie noire, a conduit à une question fondamentale. Comment une force répulsive uniforme à grande échelle peut-elle coexister avec la gravité attractive qui forme ces structures ? L'impact de l'énergie noire sur les amas de galaxies est double. Premièrement, elle a une influence sur la croissance des structures. Dans un univers dominé par la matière noire et la gravité, les amas devaient continuer à croître en accumulant constamment des galaxies environnantes. Cependant, l'énergie noire agit comme une force répulsive qui s'oppose à cette croissance. À mesure que l'univers s'étend, l'influence de l'énergie noire augmente, ce qui ralentit finalement la formation de nouveaux amas. Deuxièmement, l'énergie noire influence la dynamique interne des amas. Les vitesses de rotation des galaxies au sein d'un domaine dépendent de la distribution de la matière et de la gravité.
L'introduction de l'énergie noire modifie cet équilibre, influençant les mouvements des galaxies et la structure même de l'amas. En ce qui concerne les modèles de formation des amas, l'énergie noire a introduit de nouvelles incertitudes. Les simulations informatiques qui simulent la croissance des amas doivent maintenant prendre en compte l'effet complexe de l'énergie noire sur l'expansion et la dynamique de l'univers. Les interactions entre l'énergie noire, la matière noire et la gravité donnent lieu à des scénarios complexes et variés de formation des amas, nécessitant une révision et une réinterprétation des modèles existants. Voilà pourquoi c'est un beau bordel. En conclusion, l'énergie noire est bien plus qu'un simple concept théorique. Son influence sur les structures cosmiques, en particulier les amas de galaxies et la formation des structures, est profonde et remet en question nos idées fondamentales sur l'évolution de l'univers. Comprendre comment l'énergie noire interagit avec la matière noire et la gravité est essentiel pour construire des modèles cosmologiques précis et cohérents, et pour élucider les mystères qui persistent dans l'univers en expansion. Et tant qu'à faire, nous sommes dans les implications cosmologiques ou astrophysiques, alors autant parler de la fin de l'univers. Et pour cela, je vais vous présenter les deux scénarios les plus probables, aussi gays l'un que l'autre. Le Big Rip. Dans ce scénario, l'effet de l'énergie noire augmenterait progressivement, finissant par déchirer toute matière et structure à toutes les échelles, y compris les atomes eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas, on sera déjà mort. L'idée derrière le Big Rip repose sur le fait que l'énergie sombre pourrait ne pas être constante dans le temps, mais plutôt augmenter en intensité. Si tel est le cas, l'énergie sombre finirait par vaincre les forces gravitationnelles qui maintiennent les galaxies, les étoiles et même les particules ensemble. À mesure que l'expansion s'accélère, elle s'étendrait à une vitesse telle que les objets et même les forces nucléaires à l'intérieur des atomes ne pourraient plus résister à la séparation. Ce scénario impliquerait un univers de plus en plus chaotique, alors que les structures cosmiques se désintégreraient progressivement. Les galaxies, les étoiles et les planètes seraient toutes arrachées les unes des autres, aboutissant finalement à une dispersion complète de la matière dans l'espace vide. Le Big Freeze, également connu sous le nom de Big Chill. C'est un autre scénario qui a le même objectif, la fin des temps, mais il est un peu moins violent que le Big Rip. Cette théorie est basée sur l'idée de l'expansion continue de l'univers, mais contrairement au Big Rip, le Big Freeze ne suppose pas nécessairement une augmentation de l'énergie noire. Selon cette hypothèse, l'univers continue de s'étendre, ce qui entraîne une diminution progressive de la densité de la matière et de l'énergie disponible. Avec le temps, les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, rendant les interactions entre elles de plus en plus rares. De plus, les étoiles s'épuisent en brûlant leur carburant nucléaire, entraînant la fin de la formation d'étoiles et la diminution de la production d'énergie dans l'univers. Dans ce scénario, l'univers finirait par atteindre un état d'équilibre thermique appelé mort thermique. Oui, la vie est belle. Les températures dans l'univers convergeraient vers un état uniforme et bas, ce qui signifie que toute forme de processus physique ou biologique serait impossible en raison du manque d'énergie disponible. Ça se rapprocherait du zéro absolu. L'univers deviendrait donc essentiellement un lieu froid, sombre et inerte. Voilà. Pour finir d'une manière un peu plus tranquille, je vais juste énumérer des projets de recherche avec au cœur l'énergie noire. Plusieurs projets d'observation majeurs ont été conçus pour étudier l'énergie noire de près. Parmi ceux-ci, le projet Dark Energy Survey, c'est l'un des plus ambitieux. Utilisant le télescope Blanco, situé au Chili, le DES a cartographié des millions de galaxies dans une portion significative du ciel. En analysant les variations dans la distribution des galaxies à différentes époques cosmologiques, les chercheurs du DES ont cherché à identifier des indices de l'influence de l'énergie noire sur l'expansion de l'univers. Un autre projet important est le Large Synoptic Survey Telescope, LSST, actuellement en construction. Le LSST vise à cartographier l'ensemble du ciel visible avec une précision sans précédent. Grâce à sa capacité à surveiller en permanence le ciel, le LSST fournira des données cruciales pour étudier l'évolution des galaxies, les variations de la luminosité des objets célestes et les propriétés donc de l'énergie noire. En ce qui concerne les missions spatiales, la mission Euclid de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, est particulièrement prometteuse. Euclid est équipé d'un télescope spatial dédié à l'étude de l'énergie noire et de la matière noire. En observant des milliards de galaxies dans l'univers lointain, Euclid mesure précisément les déformations de l'espace-temps provoquées par l'énergie noire, fournissant ainsi des données cruciales pour les modèles théoriques. Je tiens à préciser qu'il a été lancé il y a quelques mois. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je crois qu'Hugo Lisoire a fait des vidéos dessus. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien des vidéos quelque part. Pour finir, du côté de la NASA, l'agence américaine a également financé des recherches sur l'énergie noire avec la mission WFIRST.
WFIRST, qui a été finalement renommé Nancy Grace Roman, possède une optique exceptionnelle qui lui permettra d'obtenir des images et des spectres de haute qualité de galaxies lointaines. Ces observations permettront de mieux comprendre l'expansion de l'univers et de mieux sonder les propriétés de l'énergie noire. Mais calmez-vous, le lancement sera effectué qu'en 2027. Ainsi, c'est la fin de la vidéo. Je ne peux vous demander que de partager la vidéo, de la liker et surtout de vous abonner. Ça a été un sujet assez complexe, donc merci d'être allé jusqu'au bout. Et sur ce, n'oubliez pas que la science est le futur.